Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de parler de disque dur externe. Alors en effet, on va parler de disque dur externe. C'est pas la première fois qu'on parle de disque dur externe sur cette chaîne. La dernière fois, c'était au mois de mai 2022, juste après que j'ai changé d'ordinateur. Si tu te rappelles, j'avais le Mac Pro, c'est-à-dire cette grande tour de chez Apple. J'avais fait une vidéo à l'époque quand j'avais acheté cette tour-là. Si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche ici. Et l'année dernière, en 2022, j'ai décidé de changer de machine et d'acheter un Mac Studio que tu vois ici. Donc là, la taille a sacrément baissé. Il est vrai que je n'ai pas fait de vidéo à l'époque sur les explications de choix de matériel, pourquoi j'ai décidé d'abandonner ma tour. Après tous les arguments que j'avais pu te donner dans la première vidéo, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Si le sujet t'intéresse, dis-le moi et dans un commentaire, je t'expliquerai pourquoi j'ai changé de machine et surtout ce que je pense du Mac Studio, quel Mac Studio j'ai et qu'est-ce que j'en pense après presque un an d'utilisation. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et donc, au mois de mai dernier, quand j'ai changé en fin de compte de machine, j'avais un problème de disque, c'est-à-dire que dans la tour, j'avais des disques durs, des disques SSD, je voulais garder ces disques-là, il fallait voir comment j'allais m'organiser. À l'époque, j'avais trouvé la solution qui consistait en fait à utiliser des boîtiers externes, tels que celui-ci, j'en ai deux boîtiers comme ceci, et à l'intérieur de ces boîtiers, donc tu vois le boîtier qui est là, de la marque Sabrent, quand on ouvre ce boîtier-là, à l'intérieur, on a deux barrettes SSD de 2 Tera et ces deux barrettes-là sont montées en RAID. Si tu ne sais pas ce qu'est le RAID et si tu veux en savoir plus justement sur cette solution et pourquoi j'avais opté pour cette solution-là, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici. Dans cette vidéo, non seulement je te parle de ce disque-là, mais j'avais pris le temps aussi de t'expliquer les différences qu'il peut y avoir entre les différents disques durs, entre les mécaniques, les SSD, la différence de débit que l'on peut avoir en fonction de si ton disque il est à l'intérieur de la machine ou à l'extérieur de la machine, et puis aussi au niveau de la connectique entre les différents types de USB qu'on trouve sur le marché, et puis ensuite le Thunderbolt 3 et 4 également. Donc je t'avais parlé de tous ces détails-là. Si tu veux en savoir plus, le lien s'est affiché en haut. Donc, pourquoi j'ai envie de te parler de disque dur aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que je n'étais en fin de compte pas satisfait des solutions que j'avais trouvées il y a moins d'un an que ça? Eh bien non, loin de là. Je suis très satisfait de ce que j'avais trouvé à l'époque. J'utilise toujours. À te rappeler d'ailleurs que un des disques, celui-ci en l'occurrence, contient toutes mes photos, c'est-à-dire aussi bien les photos traitées, donc mes archives, que les photos à traiter, mon catalogue Lightroom, et tout ça, c'est là-dessus. Sur un autre disque dur, qui est exactement la même chose, donc 4 Tera, construit de 2 barrettes en RAID, c'est ce qui contient en fin de compte toutes mes vidéos de YouTube, et puis tous mes documents, tous les autres documents et fichiers que j'ai sur ma machine. Voilà. Donc, très satisfait de cette solution-là, mais pourquoi j'ai besoin d'un autre disque dur? Il faut remettre ça dans le contexte de l'année 2022. En 2022, j'étais souvent en déplacement. J'ai fait pas mal de mariages cette année-là, j'ai fait pas mal de séances photos cette année-là, mais j'ai été aussi beaucoup en déplacement entre tous les stages photos que j'ai organisés ici en Écosse, et puis tout le mois de septembre où j'ai organisé des stages presque tous les week-ends en France, et puis je suis rentré ensuite en Écosse, j'ai fait d'autres mariages, d'autres séances photos, et puis ensuite je suis parti au mois d'octobre faire du repérage dans la vallée de la Clarée pour préparer le stage qui aura lieu au mois d'octobre 2023. Donc bien sûr j'ai pris d'autres photos, mais j'ai surtout accumuler du retard dans les photos à traiter. Donc à chaque fois, quand je suis rentré chez moi, j'avais de nouvelles photos, plus les photos existantes, etc. Je suis arrivé à me retrouver au mois de novembre, à avoir en fin de compte près de 2 Tera de photos à traiter. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là-dessus, donc j'ai 4 Tera, mais j'avais 4 Tera qui étaient presque, et je n'ai pas fait exprès, ça représente à peu près moitié-moitié photos à traiter, photos archivées. Ça m'était jamais arrivé d'avoir 2 Tera de photos à traiter. C'est énorme. Et surtout, je ne suis pas un photographe animalier.
Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette situation et je me suis dit, mince, j'ai plus d'espace. Alors j'étais pas à 0 non plus, mais j'étais à peu près à 100, 150 gigas, ce qui peut paraître beaucoup pour certains, mais il faut savoir que afin d'avoir des meilleures performances avec nos disques durs, il faut quand même avoir gardé aux alentours de 10 et 20% d'espace libre sur ces disques-là. Donc quand tu as 4 Tera de capacité et qu'il te reste au final 100, 150 gigas, tu t'aperçois qu'on est loin des 10% de capacité gardée libre. Donc du coup, ça m'a forcé à me poser la question, à me poser des questions, à réfléchir sur qu'est-ce que je devrais faire, quelle devrait être la solution. Certes, la solution la plus facile à trouver, c'est de dire bah, évite le backlog et traite tes fichiers et puis avance mon gars. Ça c'est vrai, mais je suis qu'un homme, donc du coup, eh bien, je peux pas trop faire du multitask, hein. Je vous envie mesdames, et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Je te dis qu'une des raisons pour laquelle j'avais accumulé tout ça, c'était parce que j'étais en déplacement. Et quand je suis en déplacement, eh bien, je ne peux pas traiter les fichiers qui sont à traiter, que j'ai laissés au bureau. Et puis en plus, il y a les photos que je prends pendant que je suis en déplacement. Et c'est là que je me suis dit, mais et si, en fin de compte, j'avais un autre disque dur externe, et sur ce disque dur externe, je n'aurais que toutes les photos à traiter. Pas uniquement les photos à traiter quand je suis en déplacement, non, toutes les photos à traiter, c'est-à-dire mon backlog, plus les nouvelles photos que je prends quand je suis en déplacement. Ainsi, quand je suis en déplacement dans un train, dans un avion, à l'hôtel, eh bien, quand j'ai du temps libre, je peux traiter les photos qui sont à traiter de mon backlog, des photos que j'ai pris en dehors de mon déplacement, et puis aussi importer mes photos que j'ai prises en déplacement. Et ainsi, en fin de compte, faire du nettoyage petit à petit et travailler plus efficacement. Donc voilà mon idée. Donc je me suis dit, ok, très bien, ça va être parfait. Ainsi, en fait, je vais avoir un disque. Ça va me permettre aussi, parce qu'il y avait une autre problématique qui existait, c'était, alors, problématique en soi, mais en fait, j'avais une solution. La problématique était telle que si on prend l'exemple des mariages, par exemple, la majorité des mariages que je fais, dans la même journée, je propose un diaporama en fin de soirée, lors de la fête. Je propose un diaporama de à peu près une centaine d'images que j'ai prises dans la journée. Voilà, des meilleures photos de la journée. Ces photos-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après, en fin de compte, la première danse des mariés, eh bien, je m'éclipse et puis je vais importer toutes les photos que j'ai prises jusqu'à ce moment-là. Je vais les importer sur mon MacBook, sur mon ordinateur portable. Je vais filtrer toutes les photos, identifier les photos qui sont bonnes. Je vais les traiter un petit peu. Et puis ensuite, je produis le diaporama et puis je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, eh bien, je vais importer les photos que j'ai prises dans la journée. Non seulement celles que j'avais faites jusqu'à la première danse, et puis après, toutes les photos que je fais le restant de la soirée, parce que effectivement mes journées de mariage font à peu près 14 heures, je reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'histoire à raconter. Donc les gens qui dansent sur la piste, etc., je danse avec eux, je les photographie, etc., je capture toute cette ambiance-là. Donc j'ai tout ça à rapatrier au bureau. Alors c'est vrai, comment je m'y prends? Eh bien, comme le filtre que je fais pour trouver, quand j'identifie toutes ces photos pour la création du diaporama, généralement c'est les meilleures photos que j'ai prises dans la journée. Donc déjà, le fait d'avoir noté les photos qui étaient bonnes, eh bien, c'est du temps déjà gagné par rapport au travail que je vais avoir à faire après. Donc c'était quand même assez embêtant de me dire simplement, je prends la carte sortie de mon appareil photo, je vais le rentrer sur l'ordinateur, et puis j'ai importé tout ça, et puis tant pis pour les photos qui sont sur l'ordinateur portable. Il y avait quand même un travail qui avait été effectué. Donc du coup, ce que je faisais, eh bien, c'était que j'exportais les photos que j'avais sur le disque, sur l'ordinateur portable, je les exportais en tant que catalogue, afin d'avoir tous les paramètres de modification, et puis j'importais ces catalogues sur l'ordinateur ici. Et puis je faisais la même chose quand je partais en voyage, etc. J'exportais les catalogues depuis l'ordinateur pour les importer à l'intérieur de mon Lightroom principal qui se trouve ici sur l'ordinateur du bureau. C'est faisable, ça fonctionne très bien, seulement voilà, c'est du travail en plus, c'est pas aussi simple, etc. Et donc du coup je me suis dit, ça serait quand même génial si effectivement j'avais un disque dur sur lequel j'aurais toutes les photos à traiter, ça serait le même disque sur lequel je travaille quand je suis au bureau, et quand je suis en déplacement, eh bien je débranche ce disque-là, il part avec moi avec l'ordinateur portable, et quand je suis en déplacement, eh bien, je travaille, le Lightroom, le catalogue serait dessus, toutes les photos à traiter sont dessus, etc., etc., etc. Voilà le contexte. Et donc, je me suis dit, ok, je trouvais un disque dur externe, un boîtier, je trouvais le même principe, parce que je t'avais expliqué qu'il valait mieux, en fin de compte, acheter un boîtier et acheter un disque dur SSD que tu vas mettre une barrette à l'intérieur, plutôt que d'essayer de trouver une solution déjà préconstruite. Je t'avais expliqué ça dans la vidéo à l'époque, parce que
ça fonctionne très bien, mais tu n'as pas forcément les meilleures performances, et puis ça, au final, ça coûte plus cher. Donc du coup, et puis quand tu as de la casse, tu casses tout. Alors que quand tu as un boîtier comme celui-ci, si j'ai de la casse, je retire les barrettes et je mets des nouvelles barrettes à la place. Donc je fais une sorte d'économie. Donc j'ai commencé à regarder sur ce qui existait sur le marché. À commencer d'abord par la marque qui fait ce boîtier-là. Alors on pourrait se demander, mais Tom, pourquoi tu rachètes pas un troisième boîtier comme ça? Ben, parce que si tu regardes ce troisième boîtier, le fait qu'il y ait cette capacité, cette fonctionnalité de pouvoir avoir 2 disques à l'intérieur montés en RAID, eh bien ça demande de la puissance. Donc ce disque-là, ce boîtier-là, ne peut fonctionner que s'il est branché sur secteur. Tu vois la prise ici. Et c'est pas tant de le brancher sur secteur, c'est que la prise, eh bien il y a une brique. Donc tu peux imaginer que quand tu es en déplacement, eh ben, c'est déjà assez... Tu as déjà un disque dur à porter avec toi, mais en plus de ça, si tu as une brique à transporter qui est généralement assez lourde, bah, ce n'est pas l'idéal. Donc voilà pourquoi ce boîtier-là, eh bien, ce n'était pas l'idéal dans mon cas. Mais par contre, je me rappelle que quand j'avais fait la recherche qui m'avait amené à trouver ce boîtier-là, mais je sais qu'ils avaient une solution qui acceptait une barrette. Et donc je me suis dit, ah, la solution, ça va être ça. Et effectivement, Sabrent, qui est la marque, font une solution qui accepte une barrette. La voici. Effectivement, quand on regarde la taille, tu t'aperçois que c'est à peu près le simple au double. Voilà. Et c'est exactement le même principe de boîtier. Donc, comme on peut le voir sur le packaging ici, d'ailleurs, à savoir que Sabrent est une des rares marques qui construit des boîtiers, qui est certifié par Intel, parce que la technologie Thunderbolt appartient à Intel, et donc Intel va certifier, sous bien sûr couvert que les marques vont leur payer un droit de certificat, donc va certifier que tel accessoire est non seulement compatible, mais répond à certaines performances, en l'occurrence les performances de Thunderbolt 3. Donc, Sabrent est certifié Thunderbolt, donc un gage de qualité, et puis comme on peut voir, eh bien c'est le même principe les deux. Il a effectivement un port ici, comme il va être alimenté directement par l'ordinateur, il n'y a pas de prise de secteur, il n'y a pas non plus de bouton de démarrage puisqu'il va démarrer automatiquement, et les petits voyants qu'on avait là sur le disque 1 et le disque 2, eh bien on en a un qui est ici, voilà. Quand on regarde le dessous, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir je vais pas dire ces enclos là, hein, parce que la dernière fois on m'a dit « Tom, c'est pas enclos, c'est boîtier en français », parce qu'en anglais c'est enclosure. Voilà pourquoi j'avais dit anglo à l'époque, mais je me dis... Il y a des Québécois qui nous regardent. Oh, j'adore les Québécois, j'adore votre accent. Des fois, c'est assez marrant les termes que les Québécois vont choisir d'utiliser. Donc peut-être que pour nos amis québécois, ce que nous, en France, on appelle un boîtier, eh bien peut-être que chez eux, ils appellent ça un enclos. Voilà. Donc je compte sur vous, les Québécois qui me regardent, pour me dire comment vous appelez ça dans votre langue de chez vous là-haut. Est-ce que vous parlez de boîtier ou est-ce que vous parlez de enclos? Ou encore, est-ce que vous nous sortez le mot à l'anglais, enclosure? Dites-moi tout ça dans un commentaire. Donc, en tout cas, le boîtier, on peut l'ouvrir sans tournevis, simplement en glissant comme ça, et voilà. Et d'ailleurs, c'est même plus simple que sur ce boîtier-là, parce que l'autre boîtier, c'était des petits caoutchouc pour coincer la barrette, et ici, tu vois que c'est un petit truc en métal, ici, une petite barrette qui vient bloquer tout ça. Donc, très facile. J'en profite pour te montrer que l'épaisseur de la petite porte ici est quand même assez conséquente. Quand on tient ce boîtier-là, c'est exactement la même expérience que j'avais avec ce boîtier l'année dernière, c'était qu'il est vraiment solide, hein. Il est très très dense, ça paraît de très très bonne qualité. Alors je me suis dit, bah, est-ce que je vais me contenter de faire simplement un test avec un seul boîtier ou est-ce que je vais en acheter plusieurs et puis en fin de compte tester? J'ai profité en fin de compte d'être un membre Prime de chez Amazon pour acheter plusieurs boîtiers, faire mes tests et puis ensuite renvoyer ceux avec lesquels je ne serai pas satisfait. Ce n'est pas abuser le système, c'est simplement profiter des avantages que je peux avoir en tant que membre d'Amazon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, j'avais donc pris celui de Sabrent, surtout que je dois t'avouer que quand j'avais regardé les performances, les specs sur le site de Sabrent, j'avais quelques doutes tant qu'aux performances que l'on pouvait avoir avec ce boîtier-là, bien qu'il acceptait la technologie Thunderbolt 3, mais au niveau des performances, hein, ça ne paraissait pas être vraiment ça. Donc j'avais quand même des doutes. Donc je me suis dit, tiens, je vais acheter autre chose, et j'ai trouvé ça. Comment j'ai trouvé? Pareil, aussi bien sur Amazon que sur des vidéos sur YouTube. Il y avait pas mal de gens qui parlaient de la marque Orico, j'en avais déjà entendu parler. Et alors Orico, contrairement à Sabrent, eh bien, ne sont pas certifiés par Intel au niveau Thunderbolt.
Mais bon, ils nous disent quand même que c'est une connexion de type USB-C et que ça nous propose 40 gigabits. Pourquoi 40 gigabits? Parce que c'est la vitesse que l'on peut avoir avec Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4. Il n'y a pas de différence au niveau de la débit de la vitesse pour les deux versions. Et 40 gigabits par seconde, c'est l'équivalent de 5 gigaoctets à la seconde. Voilà. Donc, il nous propose des performances intéressantes, telles que le Thunderbolt 3. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, celui-là, eh bien, c'est celui-ci, ici. Comme tu peux voir au niveau taille, eh bien, ça se vaut. Il est quand même un poil plus large hein, que le Sabrent. On remarquera qu'au niveau poids, et je ne me rappelle plus des poids exacts, c'est dans l'article blog qui accompagne cette vidéo d'ailleurs, il y aura plein de performances dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui sont dans l'article blog. Le lien, il est dans la description, et puis il s'affiche en haut, ici également. Donc au niveau poids, je crois me rappeler que j'étais assez surpris qu'il n'y ait pas tant de différence que ça, bien que le Orico paraît plus léger quand on le tient, il paraît moins dense que le Sabrent. Tu aperçois qu'ils ont choisi ici une ergonomie, non pas une ergonomie, mais une architecture avec des lamelles ici, afin de dissiper la chaleur. Alors pourquoi parler de chaleur? Tout simplement parce que ces barrettes SSD, c'est des barrettes qui permettent d'écrire et de lire extrêmement rapidement. Par contre, elles ont un souci, c'est qu'elles ont tendance à chauffer, parce qu'elles ne sont pas mécaniques, etc. C'est des composants, ça chauffe. Et le problème, c'est pas tant qu'on va les abîmer au fur et à mesure, c'est simplement, du moins c'est surtout, que plus les barrettes augmentent en température, plus les performances d'écriture et de lecture eh bien, décroît. Et c'est pour ça que quand on choisit un boîtier, il faut faire attention à ce que ce boîtier-là puisse aider à la dissipation de la chaleur. Et donc, Orico ont choisi d'avoir un boîtier en aluminium, pareil que Sabrent, moins dense, mais avec des lamelles qui devraient aider à avoir la circulation de l'air tout autour. On regarde au niveau de la connectique, c'est exactement la même chose. On voit le port de type USB-C ici et ils nous mettent le voyant là, alors que le voyant sur celui-ci, il se trouve de l'autre côté. Au niveau de l'ouverture, eh bien, ce boîtier-là demande d'avoir un tournevis. Je t'avouerai que comme mon utilisation de ce boîtier ne va pas nécessiter de changer la barrette tous les 4 matins, le fait qu'un boîtier demande un tournevis pour être ouvert ne va pas être un facteur que je vais critiquer. Voilà, donc ça ne me fait absolument rien. Donc j'ai un tournevis, je peux très bien l'utiliser pour l'ouvrir. Donc voilà, je l'ouvre et voilà ce que l'on a, rien de plus classique. On a une petite vis ici qui va nous permettre de bloquer la barrette une fois mise dedans. On remarquera quand même que l'épaisseur de la porte, c'est pas du tout la même que celle qu'on avait pour Sabrent. Hein. D'ailleurs, elle est tellement fine qu'elle ne tient pas toute seule. Donc, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Voilà. Et je me suis dit, bon, quitte à tester ça, je vais aussi tester un autre boîtier. Alors, avant de te montrer l'autre boîtier, je vais simplement refermer ça pour m'assurer que je ne perde pas la petite vis. Voilà. Donc, je vais refermer celui-ci également. Je me suis dit, tiens, allez, on va voir un autre boîtier. Et je suis tombé donc sur une autre marque qui est Acasis. Alors, Acasis, j'en avais déjà entendu parler, effectivement. Et comme tu peux voir sur la boîte, eh bien, il nous parle de Thunderbolt 3 et 4. Au niveau compatibilité, on nous parle de type USB-C, bien sûr, et puis la vitesse de 40 gigabits à la seconde qui accepte un SSD M.2 comme les autres. Et ce boîtier-là, eh bien, le voici, Acasis. Alors, quand on le tient, eh bien, c'est, je dirais, très proche de ce que l'on a au niveau de Sabrent. C'est aussi solide, c'est aussi dense. On a des petites lamelles sur les côtés, là. On a la connectique qui est ici, où on voit bien le type C40 gigabits, et puis la petite loupiote qui est ici. Pour l'ouvrir, on n'a pas besoin de tournevis, on a simplement besoin de pousser comme ceci, et ça s'ouvre. En fait, ce que l'on a, c'est qu'on a des petites billes de part et d'autre de la porte, ici, qui viennent se coincer à l'intérieur dans l'enclos. Et puis c'est tout, tu vois déjà là qu'il y a une barrette dans ce boîtier-là. En l'occurrence, cette barrette-là, c'est la Samsung 980 Pro que voici. Et j'ai aussi, avant d'acheter cette barrette-là, j'ai acheté aussi une autre barrette de la marque Sabrent, parce qu'après tout, c'était des barrettes Sabrent que j'avais dans ces boîtiers-là, donc j'en étais satisfait. Donc j'ai décidé d'acheter aussi, pour faire des tests, avec cette barrette-là.
Ces deux barrettes ne sont pas vraiment les mêmes, elles ont la même capacité, mais au niveau écriture, performance, la Samsung est dite comme étant vraiment la meilleure du marché, voire une des meilleures du marché dans sa catégorie. Donc je me suis dit, ça devrait être intéressant de pouvoir faire des tests avec ces deux barrettes et voir si vraiment le coût de la Samsung se justifie par rapport à la Sabrent, ou est-ce que je vais rester avec la Sabrent. Donc voilà, en fin de compte, le contexte de ce que j'ai pour faire mes tests. Je vais remettre, tu remarqueras qu'à l'intérieur ici, j'ai donc la petite patte, c'est la même qu'on avait dans l'autre boîtier, pour aider à dissiper la chaleur. Voilà comment ça se ferme. Donc, chacun de ces boîtiers-là vient aussi avec un câble USB-C Thunderbolt. Alors, à savoir, par exemple, que ce câble-là, c'est le câble que nous propose Sabrent. Ici, tu vois la taille qu'il fait, il est vraiment pas très long. Ensuite, le Orico. Alors, Orico, ils ont un câble qui est un petit peu plus long, hein, mais celui-ci, il est assez curieux. Il nous propose 40 gigabits seconde, mais comme tu peux voir là, certes, bon, il y a les petits embouts en caoutchouc, c'est de type USB-C d'un côté, et de l'autre côté, en fin de compte, eh bien, on a de type USB de type A ici, mais on peut le retirer un petit peu et avoir accès au type Thunderbolt que l'on a de type USB-C. Donc, ça peut être très pratique. En soi, je peux déjà te dire que quand j'ai fait les tests sur l'ordinateur portable ou bien l'ordinateur ici, quand tu branches sur le côté, si tu as un ordinateur qui a justement une connectique, un port de type USB-C, eh bien, j'ai trouvé que d'avoir ça sur le côté, eh bien, c'est assez embêtant. Ça peut être pratique effectivement si jamais tu as un ordinateur qui n'a pas cette connexion-là, mais à ce moment-là, tu peux te poser la question si tu as vraiment besoin d'acheter un boîtier de ce type-là. Voilà. Donc, j'en ai pas l'utilité d'avoir ce type de connexion ici. Donc ça, c'est pour Orico. Et puis pour Acasis, eh bien Acasis, eux, ils nous ont mis directement un câble de type Thunderbolt 4. On voit d'ailleurs le 4 ici, alors que chez Sabrent, c'était le 3. Voilà. Et celui-ci, c'est le plus long de tous, comme tu peux voir ici. Un câble plus long est toujours assez avantageux. Donc voilà le contexte. Après, pour faire les tests de performance, comment je m'y suis pris? Eh bien, j'aurais pu très bien, je l'ai fait quand même, fait les tests en utilisant le programme de chez Blackmagic qui permet en fin de compte de tester la vitesse d'écriture. On choisit un répertoire de destination et on choisit la taille d'un fichier. Mais on n'a pas beaucoup de choix, on a entre 1 giga, etc. Et puis ça monte jusqu'à 5 gigas. J'ai quand même fait les tests dans le blog, tu vas trouver effectivement des copies d'écran, des performances que j'ai pu obtenir. Cela dit, je me suis dit, un véritable test demande en fait, comme au final, ça va être un disque sur lequel je vais avoir des images. Je me suis dit, je vais faire un test, je vais regrouper en fin de compte plusieurs photos dans un répertoire. Au total, ça va faire 30 gigas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai à peu près 1168, pas à peu près, j'ai exactement 1168 fichiers dans un répertoire. Ce répertoire-là va faire 30 gigas. Ces fichiers-là, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de fichiers CR3, c'est-à-dire des fichiers RAW propriétaires issus de mon Canon R5. En général, ils font à peu près 60, autour de 60 mégas pour les fichiers RAW. Et puis j'ai aussi mis les fichiers XMP. Pourquoi? Parce que quand on écrit par exemple dans Lightroom, etc., Lightroom a tendance à faire des écritures de petits fichiers, des petites lectures comme ça. Et donc du coup, c'est aussi intéressant d'avoir une multitude de fichiers à écrire des petites écritures et pas uniquement des fichiers assez conséquents. Donc j'ai fait les tests comme ça, de pouvoir écrire ce répertoire-là, de copier ce répertoire-là issu de mon disque dur de l'ordinateur vers chacun de ces boîtiers avec les disques que j'ai là, donc Samsung et puis Sabrent. Donc si on regarde maintenant le petit tableau récapitulatif que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, tu remarqueras que sur la gauche, on a donc plusieurs fois le nom des boîtiers. On a Acasis, on a Orico, Sabrent, et ensuite on a Orico qui apparaît encore, et dessous, un récapitulatif des tailles de fichiers que j'ai utilisés avec des détails sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Et puis on a des colonnes, et tu vois qu'en fin de compte on a Samsung 4 fois, ensuite on a température, et puis ensuite on a une autre ligne un peu en dessous où on a Sabrent 4 fois également et température. Pourquoi? Parce que je t'ai dit qu'on sait que plus la température va augmenter, plus en fin de compte on va perdre en performance. Et
Au final, j'ai fait un autre test aussi qui consistait à déplacer tous les fichiers à traiter qui sont sur ce disque-là et les copier, les déplacer complètement sur ces boîtiers-là pour voir ce que ça allait donner. Et c'est là où tu verras que j'ai fait un transfert de 1 Tera 350 vers ces deux des boîtiers et tu verras les performances qu'on a obtenues parce que bien sûr, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 secondes. Donc, regardons d'abord ces tests de 30 gigas issus de ce répertoire qui contient un peu plus de 1000 fichiers RAW et XMP. Le premier test que j'ai fait, c'était donc avec l'Ak6, avec donc le disque Samsung, et on va regarder les trois résultats, l'Ak6, Orico et Sabrent. Et tu t'aperçois que déjà, entre ces trois, on voit une différence. On voit que l'Ak6 et l'Orico, au niveau écriture, eh bien 12-13 secondes, très bien, lecture, à peu près la même chose, 12-13 secondes. Par contre, quand on le met dans le Sabrent, dans le boîtier Sabrent, eh bien, tu t'aperçois que là, ça va du simple au double. On passe dès le premier test, on est en écriture à 22 secondes. Alors, on peut se dire, attends, 22 secondes, c'est pas énorme. Non, faut pas voir comme ça. Il faut voir que c'est du simple au double. On est à 13-12 secondes, on passe à 22. C'est pas exactement simple au double. Mais bon, bref, on se rapproche du double de temps. Donc tu peux imaginer que si mon test n'avait pas 30 gigas, mais avait 60 gigas de fichiers, eh bien ça pourrait encore augmenter davantage. Donc au fur et à mesure, ça a quand même de l'importance. Et tu t'aperçois que ça a impacté non seulement l'écriture, mais également la lecture. Deuxième test qui s'est fait juste après, qu'est-ce que l'on a? On a l'Ak6 et l'Orico qui restent assez stables, hein, 12 secondes, 13 secondes, en lecture et en écriture. Le Sabrent, là, eh bien, on voit qu'en écriture, il a baissé. On a perdu en performance. Il est à 26 secondes. En lecture, il est resté le même. Ensuite, troisième test, tu t'aperçois que Ak6 Orico, il reste quand même, on est encore proche, hein, 13, 14 secondes, 15 secondes de lecture. Ça reste relativement stable. Sabrent, eh bien, il reste stable, il reste encore à 26 secondes en écriture, en lecture, il reste à 20 secondes. Et enfin, on a le quatrième test où tu vois que là, eh bien, pareil, Ak6 Orico offre toujours les mêmes performances, et même redescendu un petit peu, 13 secondes, 12 secondes en lecture. Et même le Sabrent, le boîtier Sabrent, eh bien, il a baissé un petit peu, il a gagné donc en performance, on va dire de 2 secondes en écriture, et la lecture est restée stable. Ce qui est intéressant, c'est la dernière colonne au niveau température, parce que je mesure la température, j'ai pas tout le matériel scientifique pour vraiment être au plus précis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une sorte de lecture de température, tu sais, si on a la fièvre, etc., c'est une sorte de pistolet comme ça qu'on met en direction de notre tête ou bien en direction de la surface, etc., et ça nous donne la température. Voilà ce que j'ai utilisé. C'est peut-être pas très scientifique, mais ça fonctionne quand même. Et donc, ce que ça nous a montré, c'était que l'Ak6, après tous ces tests-là, eh bien, il a proposé une température la plus basse, à 26 degrés, alors que l'Orico, bien qu'il offre des performances, du moins à travers ces 4 tests que j'ai fait là, les performances étaient égales à l'Ak6, mais la température, elle a augmenté à 38 degrés, ce qui pourrait laisser à penser que si j'avais pas 60 gigas, mais j'en avais plus, on pourrait imaginer que l'Orico va monter en température davantage, et l'Ak6, même s'il augmente, il sera quand même en dessous. Donc voilà, on voit ce que ça veut dire. Ensuite, le Sabrent, le boîtier Sabrent, on voit qu'en température, eh bien, il est à 36 degrés. Voilà ce qu'on obtient avec ça. Alors après, j'ai fait un autre test où j'ai retiré le disque Samsung et j'ai voulu faire un test non pas sur l'Ak6, j'ai commencé par faire un test avec le boîtier Orico. Je me suis assuré bien sûr que le boîtier Orico était froid. Ça s'est passé même, je crois, le lendemain. J'ai fait le test le lendemain. Donc tout était froid. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tu t'aperçois que là, au niveau du premier test sur l'Orico avec le Sabrent, très bien. 13 en écriture, 16 en lecture. Bon, en lecture un petit peu moins bien que ce qu'on avait avec le Samsung, très bien. Mais tu t'aperçois que dès qu'on fait on le stresse un peu en faisant un autre test, là, d'un seul coup, on monte, on perd en performance. L'écriture est à 22 secondes, la lecture est à 21 secondes. On voit le troisième test, pareil. Et au quatrième, eh bien, ça a l'air de baisser. Mais en lecture, c'est resté quand même à 21. Et la température finale, on était à 39 degrés. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre que le disque Sabrent lui-même ne permet pas de gérer convenablement
la température et dès qu'on commence à le mettre sous stress. Je vois le test 4 avec le disque Sabrent d'Enrico comme une sorte de petite exception quand même au niveau de l'écriture. Au niveau de la lecture, il est resté aux alentours de 21, mais tu vois que l'écriture était à 14. Voilà. J'aurais pu peut-être faire plus de tests que ça, mais je trouvais tellement parlant ces tests-là que quand j'ai regardé le AK6 qui était stable et qui offrait une température solide à 26 degrés, j'ai dit tiens, ça va être le boîtier que je vais choisir. Il faut dire quand même que les performances que j'ai vues là avec le boîtier Sabrent correspondent à ce que j'avais pu lire sur leur site web. Donc ils ne racontent pas d'histoire Sabrent, ils racontent la vérité sur leurs performances. J'étais simplement assez étonné quand j'ai lu les performances avant même d'acheter et de faire mes tests, parce que je me suis dit, bah, on n'est pas quand même, on est loin des performances qu'on a normalement auxquelles on pouvait s'attendre avec un Thunderbolt 3. Et c'est vrai que je vois la différence entre les performances qu'on a avec ce boîtier-là, qui est certes, c'est du RAID à l'intérieur, donc on sait que mon RAID va être forcément plus rapide, mais au moins il arrive à gérer cette rapidité des disques. Alors que le boîtier Sabrent qui accepte un seul disque, il n'arrive pas à gérer ce type de débit quand même. Voilà, donc il y a quand même une différence au niveau de l'interface des composants qui sont dans le boîtier lui-même. Et puis j'ai fait un autre test, le fameux test dont je te parlais tout à l'heure, c'était de déplacer toutes mes photos qui sont à traiter depuis le disque dur, celui-ci, et de le copier vers ces boîtiers-là. Alors, j'ai fait le test sur l'AK6 et j'ai fait le test sur le Sabrent. Quand on regarde le test avec AK6, tu t'aperçois que au niveau des données, j'avais 1 Tera 35. Voilà. J'avais fait quand même un petit peu de nettoyage hein, par rapport aux 2 Tera dont je te parlais tout à l'heure. Donc j'avais 1 Tera 35. Eh bien, sur la K6, le transfert, il n'a pris que 13 minutes. Et au final, eh bien, la température était de 41 degrés,1, donc 41 degrés. Alors que quand j'ai pris le boîtier Sabrent en utilisant le disque Sabrent, eh bien, regarde, ça avait toujours 1 Tera 35, mais là, ça a mis 56 minutes pour faire le transfert et le boîtier, au final, faisait 49 degrés. Donc, ça te montre très clairement que effectivement, eh bien, ces boîtiers-là ne sont pas égaux et que les barrettes ne sont pas égales non plus. Et que plus tu vas solliciter justement ces barrettes-là, elles vont monter en chaleur, que ces boîtiers ont besoin justement de réguler la température afin de te proposer des performances intéressantes ou du moins stables. Le but, c'est pas que ce soit toujours le maximum, mais au moins stable. Et quand tu vois la différence entre 13 minutes et 56 minutes, et ces tests-là ont été faits avec des barrettes et des boîtiers qui étaient froids. Celui-ci était dans la même condition également. Donc, on était dans les mêmes conditions et là, c'est pas du simple au double quand même. C'est énorme la différence de performance. Donc, au final, eh bien, tu l'as deviné, j'ai choisi de garder l'AK6. Donc, ça fait quand même un peu plus d'un mois que j'ai ce boîtier-là. J'ai pu effectivement l'utiliser tel que je te l'ai décrit tout à l'heure et j'en suis pleinement satisfait. Il y avait une chose dont je n'étais pas forcément fan sur ce boîtier. Si on regarde le boîtier Sabrent ici, tu t'aperçois qu'il a des petites pastilles en caoutchouc qui sont bien pratiques parce que quand tu le montes sur une surface, eh bien, comme tel que l'aluminium par exemple, donc mon Mac Studio est en aluminium, eh bien, ça ne va pas rayer, ça ne va pas faire métal contre métal. On pourrait aussi dire que ça crée un petit espace d'air entre les deux et donc ça peut aider à réguler la température. Eh bien, sur celui-ci, il n'y en avait pas. Alors du coup, sur Amazon, j'ai trouvé des petites pastilles comme ça et ce qui me permet en fin de compte de venir placer ce boîtier-là sur le Mac Studio ici et ça ne raye en rien. Voilà, donc je te mettrai le lien de ces petites pastilles parce qu'elles sont très pratiques et puis ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà ce que j'ai fait comme analyse, voilà ce que j'ai choisi d'avoir comme disque dur externe, le pourquoi, le comment, et tu auras tous les autres détails des performances donc dans l'article blog ainsi que les liens pour voir par toi-même ces boîtiers-là et leurs tarifs. Ça c'est ce que j'ai trouvé, mais je reconnais que peut-être que ces boîtiers-là eh bien, ne correspondent pas forcément à tes besoins. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu es confronté comme moi à avoir un ordinateur
au bureau, et puis aussi un ordinateur que tu prends avec toi en déplacement quand tu es en vacances ou autre, un ordinateur portable par exemple, ou bien une tablette, que ce soit un iPad ou autre. Et est-ce que tu utilises un disque dur pour copier tes photos? Est-ce que tu les copies quand tu rentres chez toi? Est-ce que c'est le même disque dur que tu utilises quand tu travailles sur ton ordinateur de bureau par rapport à ton ordinateur portable? Exprime-toi dans un commentaire, dis-moi, partage ton témoignage, parce que ce que moi je propose là, ça va peut-être pas forcément répondre aux besoins de tout le monde, au niveau budget et autres, et ton expérience peut aider ceux qui regardent cette vidéo. Donc exprime-toi dans un commentaire. Ce que je viens de te proposer là, c'est un disque dur externe pour travailler. Ce n'est en aucun cas une solution de sauvegarde. Une solution de sauvegarde est absolument cruciale, mais nécessite sa propre vidéo. Et je vais l'enregistrer à la fin de cette semaine et ça va sortir la semaine prochaine. Donc on parlera architecture de sauvegarde, serveur NAS, DAS, sauvegarde sur le cloud, etc. Je t'expliquerai en tout ce que j'ai comme architecture, ce que j'ai eu au fur et à mesure des années et comment ça fonctionne, etc. Donc tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Donc ne me pose pas de questions sur les sauvegardes dans le commentaire puisque ça sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, n'oublie pas de mettre un pouce. Tu sais que ça aide énormément cette chaîne quand tu mets un pouce, quand tu mets un commentaire. Et puis, comme d'habitude, aussi, abonne-toi. Si tu aimes cette chaîne et que tu ne l'es pas, eh bien abonne-toi parce que j'ai quand même 25% des gens qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnés. C'est assez incroyable. Voilà. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et puis travaille sur tes photos. Fais pas comme moi, construis pas un backlog de photos à traiter où tu as mis des années avant de les traiter. Voilà. Ça ne veut pas dire te dépêcher à les éditer, hein. Prends ton temps à les éditer, mais passe pas des années avant de les traiter quand même. Cheers!